matin, on se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué, il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi ». Montréal, île de 500 km², 1 812 723 habitants. Matière résiduelle générée, 945 000 tonnes par an. 79,9% de ces matières aboutissent dans les sites d'enfouissement. C'est dans cette ville, durant 13 semaines, que les 5 citadins tenteront de redonner vie à un immeuble abandonné. Leur contrainte, l'utilisation exclusive de matériaux récupérés essentiellement à même les rebuts de la ville. 75 litres d'essence pour l'ensemble du projet. Et l'obligation de réduire au maximum les déchets issus des travaux. De plus, ils doivent créer un impact positif dans leur communauté d'accueil. Leurs attentes sont élevées, mais leur budget est verrouillé à 15 000 $. Quartier Sainte-Marie, berceau du projet des citadins, sud-est de Montréal. Population, 20 595 habitants. Près de la moitié des 11 130 unités de logement datent d'avant 1946. Le quartier Sainte-Marie est situé aux abords du fleuve Saint-Laurent. Son histoire est étroitement liée à une série de transformations urbaines majeures. Celles-ci ont d'ailleurs contribué à son isolement et causé son déclin. Mais les résidents actuels du quartier souhaitent renverser cette tendance. La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi. Je cherchais un sens à cette immensité de béton, une étincelle d'avenir, quelque chose de différent, de rassurant. Et puis un jour, la réponse que j'attendais est apparue. Ils étaient 5, 2 Français, 3 Québécois. Ils avaient un projet complètement fou. Et moi, j'avais drôlement besoin d'action. Enfin, la ville allait prendre un autre visage. Alors, à compter de ce jour, j'ai décidé d'accompagner les citadins et de raconter leur extraordinaire aventure. Jour 1. La découverte du terrain de jeu. Ah bah c'est notre adresse. C'est bien celle-là. Waouh, il y a du boulot. Allez, on y va. Aujourd'hui, le quartier Sainte-Marie fait l'objet d'un projet pilote de revitalisation. Celui-ci favorise la mise en œuvre d'une action concertée entre la Ville de Montréal et les nombreux organismes locaux. Dès leur première visite des lieux, je me tenais à distance car je préférais rester un témoin discret de leur audacieux pari.
Or, ce jour-là, les citadins s'apprêtaient à découvrir l'ampleur de la tâche qui les attendait. On est arrivé là, maison placardée, travail de briques en avant, les portes de métal, aucune fenêtre sur les côtés, tout a été placardé. Ça va être à Planche, À planche, refaire. carré de bois? carré de C'est un bois. carré? Oui, pièce sur pièce. Carré, je peux pas te dire. On a un cube devant nous autres, mais genre, déjà, on voit ce qui est à faire. Jean-Pierre Lavoie, 41 ans. Provenance, Montréal. Profession, assistant directeur artistique et concepteur de décors. Oh, pas de percement. C'est un crépi. Oh, ça pendule, hein? Donc la défense de jeter des ordures, pas de problème. C'était écrit ici. J'ai eu un choc, moi aussi. La maison, en passant très vite, bon, on voit qu'elle est barricadée, etc. Et puis, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes un peu au niveau de la maçonnerie, un peu au niveau de la structure. Nadia Bini, 30 ans. Provenance, Montréal. Profession, ébéniste. Au vinyle ici, ça sent Prêt? sûrement. Oui. Toi, t'as peur? T'as vu notre truc? Ça n'a pas d'allure. La première réaction que j'ai eue en arrivant à la maison, c'était « Wow, on peut faire n'importe quoi! » Alejandro Montero, 33 ans. Provenance, Québec. Profession, entrepreneur général favorisant l'architecture écologique. Une porte, là. Oui, c'est dans ton voisin. Moi, j'aimerais ça avoir une coupe de pouces de plus. La toute première fois, en fait, la maison m'a pas paru si grande. Je me suis dit, une maison de cette taille-là, finalement, ça peut bien se faire dans le temps qui était donné, même si bon, on sait que le temps est très court pour le réaliser. Vincent Vandenbroek, 30 ans. Provenance, Paris. Profession, designer industriel. Belle planche. C'est une plainte. La première visite, elle était un petit peu démoralisante dans le sens où c'est pas un bâtiment énorme, mais il est quand même assez conséquent. On est quand même que 5, on a un temps qui est vraiment limité. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du boulot. Mai Porté, 25 ans. Provenance, Clichy, en banlieue de Paris. Profession, designer d'intérieur. Les maisons du quartier, évidemment, résultent de la densité de la population. Il faut penser qu'au moment où le quartier se construit, c'est la pleine époque de la migration des populations rurales vers les centres urbains. Guy Trudel, architecte enseignant à la retraite. Le quartier Sainte-Marie présente une architecture très diversifiée. En effet, malgré les grands projets du 20e siècle qui ont entraîné son isolement, le secteur a néanmoins connu 2 ou 3 vagues de rajeunissement. L'homogénéité qu'on pouvait y trouver, par exemple, disons vers 1910-1925, elle est battue en brèche. Pensez simplement à l'inauguration du pont Jacques-Cartier qui a jeté ses bretelles d'accès dans le quartier, puis des milliers de véhicules qui ont tout désorganisé. L'élargissement de René Lévesque, etc., ça n'en finit plus. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le quartier Sainte-Marie était l'une des zones les plus industrialisées de la ville. En bordure du fleuve Saint-Laurent, ce bastion d'ouvriers canadiens-français abritait 16 000 habitants. L'architecture résidentielle de Sainte-Marie, c'est une architecture qu'on peut qualifier de prolétarienne. Ceci dit, on fera quand même appel à des éléments décoratifs. Par exemple, vous aurez des corniches assez fortes qui sont empruntées d'un style qu'on dit à l'italienne. Plusieurs de ces maisons-là seront dotées de fausses mansardes qui sont empruntées au style Second Empire. D'autres auront des colonnes de galeries ou balcons qui sont empruntées au courant néoclassique. Cette maison est une maison d'arrière-lot, c'est-à-dire qu'elle occupe une partie secondaire par rapport à une maison de 3 étages, briques brunes, traitement plus récent,
traitement de l'entre-deux-guerres mondiales que notre maison qui est construite derrière. Donc, elle est en apparence plus ancienne. On m'a suggéré la date de 1892 comme date de construction. Ça correspond parfaitement à l'allure du bâtiment. Quand vous regardez cette maison-là, vous constatez que la façade principale est comme coupée en deux horizontalement par des planches qui cachent une poutre. Je suggère ici, sans certitude, que le haut était occupé par un logement et le bas peut-être par un atelier ou un petit commerce, transformé ultérieurement en logement. Le bâtiment, théâtre de l'expérience des citadins, comporte peu d'éléments architecturaux d'importance. Mais afin de préserver sa valeur historique, les citadins devront notamment tenir compte de sa corniche galbée, inspirée du style à l'italienne. D'autre part, l'historique de la maison indique que celle-ci a perdu sa vocation résidentielle en 1974. En effet, plusieurs agrandissements successifs du commerce adjacent ont mené à la fusion de ces deux immeubles, qui étaient séparés à l'origine. Depuis le milieu des années 70, l'espace de 84 mètres carrés a donc essentiellement servi à l'entreposage de marchandises réfrigérées. Je suis un peu inquiet pour ce qui est de l'intérieur parce que l'on sait qu'il a servi d'entrepôt au commerce du bâtiment principal du lot un certain temps et qu'une fonction comme celle-là n'est pas de nature à préserver un intérieur de bâtiment. Je trouve toujours difficile de voir dépérir un lieu qui a déjà abrité la vie. Je crois que dans les murs, il reste en quelque sorte l'écho de ceux qui y ont vécu. Avec un peu d'imagination, on pourrait presque entendre les rires des enfants, les refrains populaires d'une vieille radio, ou encore les éclats d'une dispute amère. Les citadins, eux, étaient sur le point d'ajouter leur propre page à cette histoire. Et à leur tour, ils allaient laisser le son de leur voix s'imprégner dans les murs. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Complètement écrasé. Quand on a ouvert les portes, bon, ça a fait un sacré choc quand même, parce qu'on voyait bien de l'extérieur que ça allait être un petit peu terrible à l'intérieur, mais je pense qu'on s'en rendait pas bien compte. Puis bon, on a ouvert ça, et là, c'était comme une espèce de trou noir. J'ai jamais démoli quelque chose aussi facilement. Ça, c'est bon pour du compost. En bas. Ça a fait peur. Première réaction, l'odeur, le nez. Il n'y avait même pas besoin de lampe de poche. On savait qu'il y avait quelque chose de pas cachère, là. J'espère que vous n'avez pas peur d'erreur, hein? En visitant l'intérieur, c'est vraiment une autre histoire. Là, on parle de pourriture, des solives, des poteaux, des poutres. Donc, beaucoup de problèmes au niveau de la structure. C'est plus un projet de décor, de rénovation. C'est vraiment travailler une structure pour la rendre intègre. Oui. Le drain ici est complètement éclaté. C'est sûrement une des raisons. Il n'existe plus. J'étais très contente de ne pas être toute seule, disons. Et tu fais « Ah, OK. Toi, mon ami que j'ai rencontré il y a à peine 20 minutes, est-ce que tu as de l'expérience là-dedans? Il manque un soutien quelque part. On le voit ici, c'est arqué, là. Je sais pas quoi, parce que ici, l'escalier passe en dessous de la poutre. La poutre devrait être soutenue quelque part ici, puis elle ne l'est pas. Peut-être que c'est ça qui a causé le fléchissement ici. Quand je l'ai vu au début, ça m'a pas fait peur tout de suite par rapport à l'importance des travaux. En découvrant un peu les fondations, on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment du boulot, déjà pour assainir la base. Moi, j'ai l'impression de pouvoir vraiment aider sur le projet quand on commence déjà à avoir une structure vierge intéressante. Dès qu'on va monter en haut, parce qu'il reste le haut à voir, là on a une petite idée, mais dès qu'on va monter en haut, on saute pas, on fait gaffe parce que ça tient sur rien. La structure est nulle. On a... Découragé. Je pense que j'étais découragé.
J'ai pas bien dormi cette journée-là. Souvent, quand on décide de faire la lumière dans les ténèbres, c'est l'espoir qui nous guide. C'était aussi vrai pour les citadins, qui espéraient un meilleur présage auquel se raccrocher. On y va? Déjà beaucoup plus sain. Ouais, on dirait. Quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, ça, il faut le faire, c'est un défi énorme. Je me suis dit, j'ai peut-être la naïveté de ne pas connaître le terrain et de ne pas connaître le chantier et d'avoir plus la théorie. Et justement, j'ai envie d'amener ça et avec ça, j'ai envie de le faire. Et après, ben, je trouverai les outils en route pour réussir à le faire. Est-ce qu'on a de la lumière ici? Oui. Ouais. Oh, wow! Le projet proposé est très intéressant. Le défi que nous avons à surmonter est d'une ampleur assez exceptionnelle. Récupérer, restaurer et créer un bâtiment sain, très fort, qui sera en même temps très joli, qui va incorporer plusieurs éléments. Une sortie de cheminée. Ouais, on dirait bien. Donc, il y avait une ancienne cheminée. Ouais. Et en même temps, qui va générer très peu de gaspillage. Dans un contexte urbain, c'est extraordinaire. Il y a une descente, on dirait. Ça doit être le pluvial. Ou l'ancien non. pluvial ou les vents. Ça n'a pas l'air d'être vraiment exposé. C'est du... En haut, au centre, c'est ce qu'on appelait le tire-paix. Dans les vieilles maisons, c'est une manière d'évacuer l'humidité des lieux humides, l'odeur, l'humidité qui s'évacuait. Le tire-paix, Le tire-paix. Alors, ce qui m'intéressait dans ce projet, il y a un petit côté défi qui peut être assez intéressant juste dans la dynamique, un temps réduit comme ça. C'est notre structure. Qu'est-ce que tu penses du plafond? Ah, il y a eu des gâteaux ici. Le fait d'être dans un contexte que je connais pas, parce que j'avais jamais mis les pieds à Montréal avant, donc de découvrir aussi une culture et savoir un peu la digérer rapidement. On a une job de toit à faire aussi, les amis. On voit la tôle. C'est-tu de la tôle qu'on voit entre les craques? Et le côté projet pilote avec une dimension environnementale qui m'intéressait vraiment aussi. Et là, il y a un petit triporteur, on dirait. Oh, qu'est-ce que c'est? Un tricycle. Un petit chariot? Ah, c'est un vélo! Ça, peut-être si on peut le faire marcher. On a une contrainte sur l'essence qui est de 75 litres, à peu près un plein. Ça va nous servir à aller en repérage pour chercher les matériaux, trouver des idées, puis transporter les matériaux. Ouais, c'est bien ça! Il est tout neuf. Ouais! Ce qui va sûrement se passer, c'est que nos 75 litres, je pense pas qu'ils vont tenir jusqu'à la fin. Donc on va essayer de trouver des solutions parallèles pour pallier à ça. Oh, mais c'est pour toi. Montre! Ouais! Mon père, il dirait que je suis fou, mais on a des maisons dans cette structure-là qui sont comme à l'abandon. Ah! L'idée de reprendre ces trucs-là avec des matières récupérées, ça me plaît au maximum. Mais pas tellement pour faire un esthétique constat, plus que pour donner l'idée au monde de récupérer des affaires comme ça. Eh, bravo! C'est bon. Les citadins n'étaient pas seuls. Dans les méandres de la ville, d'autres croient aussi qu'on jette parfois trop rapidement. Ils prennent même un malin plaisir à nous laisser faire. Ma mission dans la vie, c'est de chercher pour trouver, de réparer et nettoyer pour revendre, de façon à redistribuer la richesse matérielle des mieux nantis vers les moins nantis et assurer le bonheur de tous ainsi que de celui de l'environnement au détriment de nos sites d'enfouissement. Michel Bourassa, récupérateur à bicyclette. La récupération, pour moi, c'est une mission, c'est une vocation, c'est un mode de vie, c'est un mode de rétribution monétaire pour payer mes garages, ma résidence, ma bouffe
Quant aux vêtements, je trouve tout ce dont j'ai besoin multiplié par 3. J'ai une collection de chemises, une collection de pantalons, etc. J'ai un porte-bagages heavy duty, une bicyclette à l'avenant, des jambes qui ne paient pas de mine, mais qui font la job. Mais tout se fait à bicyclette. Tout ce que je trouve, tout ce que je vends, tout ce que j'ai récupéré de toute ma vie, je l'ai transporté à bicyclette. Vers 1990, sur les conseils d'une connaissance, Michel Bourassa s'inscrit à l'Université du Québec à Montréal. Un an plus tard, il décroche un certificat en sciences de l'environnement. Cependant, il retourne à sa véritable passion, la récupération à bicyclette. Je me vois pas avec un camion. Je suis un cycliste dans l'âme. De fil en aiguille, je peux dire que ça fait 15 ans que je fais ça sans arrêt, sauf pour les 4 mois d'hiver. C'est pas encore la Saint-Patrick. Wow! Belle botte. Je n'ai pas d'aide pour faire tout ce que je fais. Je cherche seul, trouve seul, transporte seul, répare et nettoie seul, vend seul. Je suis seul de A à Z. Bon. Chaque année, de façon conservatrice, je peux dire que je récupère environ 10 tonnes d'objets. Au tout début de ma carrière, j'ai trouvé un objet particulièrement intéressant, un sabre japonais de la Première Guerre mondiale, avec la poignée en bois décorée de brasses, le fourreau en bois rattaché de cuir. C'est sûr qu'il est un peu endommagé. Je n'ai pas osé le rénover. J'aime mieux le faire restaurer par un spécialiste éventuellement. Pour le moment, ça fait partie, je peux dire, de ma collection personnelle. La plupart de mes confrères de travail me voient comme un concurrent. Je les vois effectivement, occasionnellement, comme des concurrents, mais surtout, finalement, comme des collaborateurs du grand œuvre de la récupération urbaine à Montréal. Les gens savent qu'il faut recycler les journaux, les papiers courants. Mais les notes de cours, j'en vois donc, c'est incroyable. Incroyable, des tonnes et des tonnes de notes de cours. Pourtant, c'est du papier blanc. Tout à fait recyclable. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas pour ramasser le carton, le papier, toutes les matières résiduelles recyclables. C'est pas ma mission. On parlait de mission tantôt, c'est pas ma mission. Ça me désole de voir tous les objets jetés qui sont destinés au site d'enfouissement et qui le seraient s'il n'y avait pas des gens comme moi pour récupérer les objets. L'inconscience est omniprésente. La peinture. Déchets dangereux, interdit de le jeter dans les ordures ménagères. Si je le sors du sac, les vidangeurs ne le prendront pas. Si je le laisse dans le sac, les vidangeurs vont le prendre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est.
Au Québec, seulement pour l'usage résidentiel, on vend près de 60 millions de litres de peinture par an. Près de 7% de cette matière toxique inutilisée est jetée, soit plus de 4 millions de litres par année. Oui, il y a des choses intéressantes ici. Oui, c'est intéressant. Ouais. J'ai toujours des clients pour les diapositives, quel que soit le sujet. Grec, non. Pas de clientèle grecque. Ça, c'était une façon intelligente de jeter. C'est sûr, il est dégonflé, il a l'air en très piteux état. Moi, je vais le gonfler, je vais le laisser une semaine, reposer une semaine, puis je vais checker la pression. S'il garde sa pression, je peux le vendre. Nettoyer, tout bien beau, shiny, là. 5 piastres. Garantie. La chaise, c'est une belle trouvaille. Chaise métal de jardin, très sale, mais très intéressante. Faut pas que je m'arrange pour la perdre en chemin. Faut que je sois sûr de mon coup. Limite. Quelques taches. Un peu de saleté ici, mais quand même, faut l'observer pour voir les défauts. Actuellement, mon activité est illégale mais tolérée. Il faudrait que la Ville reconnaisse notre utilité sociale et l'encourage et la légalise. Oh là là! Dernier item de ma collection. Et voilà, je n'ai même pas besoin de l'attacher. D'une part, les objets crient au secours. Ils ont besoin de mon concours, de notre concours pour les sauver. D'autre part, la situation financière de bien des familles, de bien des individus nécessite notre présence. Je le fais à une petite échelle et je rêve du jour où je pourrai multiplier dans le cadre d'un projet communautaire organisé à l'abri d'un toit, dans un local assez grand pour accueillir ces milliers, ces dizaines de milliers d'objets récupérables par année. C'est un désir, c'est un souhait, c'est un rêve. Il faut que ça se réalise de mon vivant. Jour 3. L'expérience sous analyse. En façade, ici, on note de nombreuses réparations au parement de briques. Au rez-de-chaussée, il y a des linteaux en bois. Il va falloir aller voir sous ces linteaux de bois-là, voir s'il y a des linteaux en maçonnerie ou en acier. Serge Rodrigue, inspecteur.
président des expertises immobilières VS. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un crépi de mie, probablement sur un ancien parement de briques. Le parement de briques, c'est un parement qu'on dit qui est volubile. Il nous parle et on doit l'écouter. Ici, il nous dit plusieurs choses. Il est très malheureux. Il est courbé et il est bombé. Fait que si on le laisse comme ça, éventuellement, les attaches qui le retiennent à la structure de bois vont se casser. Puis à la longue, le mur risque de s'effondrer vers la ruelle. Si on regarde en hauteur, le support de couverture, on voit qu'il est abîmé, puis il n'y a plus de solin métallique. Fait qu'il est évident qu'il y a des infiltrations d'eau dans ce secteur-là, d'où la présence de fissures là, dans le crépi. Le crépi a été mis là pour cacher les défectuosités de la brique. Non pour les soutenir. Pas pour le soutenir. Fait qu'il va falloir aller voir qu'est-ce qui se passe sous ce crépi-là. Et voilà. Et voilà. Je vous en prie. Merci. C'est un vrai chantier, donc je vais mettre mon casque. Dans un premier temps, on peut voir les fondations en moellon. C'est des pierres cimentées qui sont de l'époque de 1893. On peut voir l'état des solives de plancher qui sont complètement pourris. Ça, c'est des petits poteaux qui ont été rajoutés. Puis c'est complètement pourri à la base. Toute la structure de bois du rez-de-chaussée est complètement pourrie puis est à refaire. Ici, il y avait une solive également qui était tellement pourrie, est encastrée dans le mur de moellon. Pour éviter que ça se reproduise, il va falloir trouver une solution pour pas qu'il y ait d'eau qui vienne de l'extérieur pour venir faire pourrir les nouvelles solives qu'on va installer. Ce mur-là de fondation, il est sain, on peut le garder? Moi, je pense que le mur de moellon est, il est suffisant. Il y aurait une réparation, à faire. C'est déjà ça qu'on peut garder. Ici, ça, c'est des blocs de béton qui sont relativement récents, qu'on a remis par l'extérieur. Okay. Mais ça ne vient pas remplacer la structure en bois. Non, absolument pas. Ça, c'est juste parement. Puis, la structure de bois est complètement abîmée. Fait qu'ici, le parement de briques se trouve être sous le niveau du sol extérieur. Ce parement de briques-là, il n'est plus appuyé à la base. OK. Fait qu'il tient par lévitation, là. De toute façon, le poteau qui est ici, qui était en bois, lui-ci est complètement pourri en arrière, là, d'où le fait qu'il ait été consolidé par un poteau d'acier. Mais lui, là... Puis ça supporte la maison. Ça veut dire que notre maison, aujourd'hui, elle supporte là-dessus? Oui, là-dessus? Oui. Cet immeuble-là est en train de s'effondrer. Fait qu'il faut... La sauver. La sauver dans la mesure du possible. Les surprises, on les voit déjà. Mais elles peuvent être plus majeures que ce qu'on voit là. OK. On sait ce qui nous attend, mais pas en quelle quantité. Oui. OK. Ouais. En même temps, je vois pas ce qu'on peut découvrir de pire. Les nouvelles ici sont meilleures qu'au rez-de-chaussée. La poutre ne semble pas pourrie. On va peut-être avoir des surprises en dégarnissant ailleurs. Si on regarde le dessus de la porte, ici, le linteau de la porte, là, au-dessus de toi, là. Il penche. Il penche. Fait que tout le plancher s'est affaissé. Vers le centre. Vers le centre, vers la structure du rez-de-chaussée pourri. Est-ce qu'il y a possibilité, avec des vérins hydrauliques, de... Je pense qu'on peut le monter. Je pense qu'on peut le monter, mais de là à gagner, si on prenait un niveau au laser, je pense qu'on a à peu près 6 pouces. OK. Je pense pas qu'on va le monter de 6 pouces. Habituellement, ce n'est pas rentable de rénover pour isoler. Mais si on rénove, on devrait en profiter pour isoler. Ici, au plafond, on va devoir enlever les lattes de plâtre de façon à mettre un pare-vapeur très étanche. Les moulures sont belles. Et ça, c'est plus de mon ressort. Là, je prends le relais. De cet immeuble-là, il va rester la charpente, en tout cas intégrale du 2e étage. Oui. Puis... c'est déjà au moins une chose qui reste. Ça, ici, c'est des plus vieux toits de Montréal. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire de modifier la structure ici. Okay. On va le garder en monopente. Mais compte tenu du fait qu'il va être plus isolé,
on ne devrait pas avoir de problème de barrage de glace en hiver puis de glaçons sur la partie arrière. Ici, là, il n'y a plus rien pour protéger le support de couverture. Fait que, il est évident que lorsqu'on va refaire la couverture, il va falloir refaire une partie du support de couverture de bois. Est-ce que c'est possible de simplement recouvrir les planches telles quelles avec du contreplaqué ou un autre support avant de mettre notre nouvelle membrane sans avoir à les remplacer? Oui. Bien, dépendamment de la pourriture. Ça ici, ça fait tellement longtemps que l'eau coule ici que tout est en train de... Fait que toute l'eau s'accumule ici, elle rentre ici. Fait que travaux majeurs de structure, travaux majeurs de plomberie, travaux majeurs d'électricité, travaux majeurs de toiture. C'est une maison neuve. on va faire un cyborg de cette bâtisse. Ouais. Rien n'est éternel. Depuis toujours, l'avenir renferme des brisures radicales qui marquent profondément la ligne du temps et le destin des hommes. Comme dans les murs de ces usines, où des centaines de travailleurs ont cru un jour qu'il ne manquerait jamais de rien. Et pourtant, contre toute attente, l'âge d'or qui les rassurait s'est envolé. Mais il ne faut rien regretter, car l'amertume laisse des cicatrices douloureuses sur la mémoire et des traces inutiles sous un jour nouveau. Ce dont nous avons plutôt besoin, c'est d'espace libre pour nous réinventer. Nous ne pouvons plus nous permettre de croire en l'immuable. C'est pourquoi nous sommes appelés à construire en anticipant le jour lointain où les autres disposeront de ce qu'on croyait éternel. Quant aux citadins, ils se trouvaient aux prises avec la structure défaillante de leur maison. Pour s'en sortir, ils n'avaient d'autre choix que de structurer d'abord leur esprit. Les amis, on a 13 semaines. Comment on s'organise? Parce que là, 3 jours. Ouais. Là, il faut déjà très rapidement s'organiser ça, dire on va faire ça. Par quoi on commence? Vider en premier. Ouais. Avant de se faire vraiment plaisir, c'est vrai qu'il faut avoir des bassins, on est un peu obligé. Et déterminer... Faire un état des lieux? Oui, la condition de la structure. Mon rôle à moi sera de tenir le budget, de faire que dans le temps qui nous est alloué, on dépense 15 000 $, soit 10 000 €, pas plus, pas moins, et qu'on arrive à faire notre maison avec ça. Parce que le dépenser, il n'y aura pas de problème, mais il faut que le produit soit fini à la fin. Et ça va être une drôle d'affaire. Vider tout ça. En plus de gérer le budget de l'expérience, May Porté est designer d'intérieur pour le projet. Ouais, on n'est plus dans un cube esthétisé intérieur, c'est faire le cube puis faire les trucs à l'intérieur. Réparer le cube, et ça, c'est important. Ça, il faudra allouer une bonne partie du budget à ça, parce qu'on ne peut pas faire de l'artisanat avec ça. Ouais, pour partir d'une basse scène. Professionnelle, tout à fait. Une maison neuve qui part de rien est un peu plus difficile à cerner au départ parce qu'on n'a presque rien qui nous retient. Il faut inventer ses propres contraintes, tandis quand on a une bâtisse existante, là, les contraintes sont concrètes, préétablies et nous aident, nous guident vers un concept ou un projet futur. Alejandro Montero doit déterminer la forme de la future maison des citadins. C'est lui qui fournira les esquisses finales. À ce qui concerne la finition, peut-être qu'on peut y aller vraiment avec ce qu'on trouve, ce qui est gratuit. Pour faire... Garder l'argent pour ce qui est vraiment structurel et... Oui, exactement. Et puis après, on verra... C'est souvent la découverte d'un site, d'un matériau, d'un objet un peu extraordinaire qui va me permettre de rebondir pour le changer de contexte et lui donner une autre dimension. Vincent Vandenbroek est designer des solutions techniques et des installations écologiques du projet. J'aime bien travailler dans des conditions qui ne sont pas ordinaires. Ça permet de sortir justement des solutions toutes faites, de trouver des alternatives. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est même pas tellement la question, c'est d'apporter des nouvelles choses. Et je suis d'accord qu'il faut avoir des bases super saines, mais il faut qu'à la fin, le projet paraisse séduisant aussi. Oui. Oui, que personne verra la base, personne verra les structures et les gens... Voilà, il faut que ça soit vivable, mais il faut aussi que ça soit un espace agréable. Pas juste fait d'un truc qu'on a trouvé parce qu'on l'a trouvé. On est 5 citadins. On a chacun une formation en design. C'est un point très fort. On parle les 5 la même langue.
même si on travaille les 5 à des échelles variées, autant à l'échelle de l'objet et du meuble qu'à l'échelle du bâtiment et la structure. Malgré l'adversité, les citadins allaient vite se rendre compte que la créativité deviendrait leur meilleur allié face aux imprévus. Ouais. Il y a un point là qui va pas mal nous aider aussi, c'est que quand, en tout cas, nous, en découvrant un peu la ville, on va voir le type de produit que vous jetez ici. Donc, si on trouve un objet extraordinaire, ça peut nous donner une identité forte. Ouais, ça peut être une portion d'avion, comme on disait tout à l'heure, un morceau d'avion, si on trouve inférieur qui fait ça, un morceau de bus, de train, en faisant attention après de ne pas tomber, quoi, voilà, de l'intégrer assez délicatement quand même. Je ne sais pas si l'avion fait partie de l'identité du quartier. Ouais. On va être obligé de faire beaucoup de recherches au niveau des débouchés, au niveau du recyclage, faire un triage très méticuleux des matériaux qui vont sortir pour voir ce qu'on peut réutiliser sur place, maximiser le cycle de vie de tous les matériaux qu'on va aller chercher à la source, dans le bâtiment même, et en même temps faire le tour des rues, des ruelles, des entreprises, des différents systèmes qui existent pour voir la limite jusqu'à laquelle on peut pousser. En plus d'agir en tant qu'ébéniste pour le projet, Nadia Bini est aussi responsable de l'équipement technique. Pour que l'ingénieur puisse vraiment... L'expérience des citadins s'amorçait donc sur un combat contre la matière. Or, s'ils voulaient gagner cette bataille, ils devaient absolument établir leur stratégie. Classement des outils, le garage, il faut vraiment que ça soit fait le plus tôt possible. En même temps, commencer à regarder un peu ce qu'on peut faire avec la cour. Est-ce qu'on amène un container à l'arrière, à l'avant? Est-ce qu'on récupère les vieux plâtres? Comment on s'installe pour vraiment tout récupérer? On a l'habitude de dépenser puis de construire à neuf, mais jamais en pensant à récupérer des matériaux. Fait que tous ces matériaux-là, on les écrase, on les compacte, puis ils s'en vont dans un site d'enfouissement. À un moment donné, c'est trop. Jean-Pierre Lavoie est responsable de la gestion du chantier pour la durée du projet. Vraiment, le reste de la semaine, on trouve des choses, on trouve des lieux, mais en même temps, il faut dégager tout le rez-de-chaussée. Il faut réussir à faire autre chose, puis dire au monde que oui, il y a des manières de le faire. Dans le fond, l'expérience génère d'autres modèles. Oui, il y a une manière de le faire. Oui, ça peut se faire, puis on a le constat. Oui. On y va, on démarre, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est parti? Allez, on y va! C'est parti. Oui. Jour 5, début du grand ménage. Déjà du bien. On va dégager le plancher le plus possible pour pouvoir vraiment aller chercher la ligne des murs porteurs qui se trouvent en haut pour venir les soutenir avec les vérins plus tard. Alors, le garage ici, c'est notre espace de travail, c'est notre espace de triage et notre entrepôt pour le projet. Notre jolie mascotte, en espérant qu'on n'en trouve pas trop en défaisant le plancher. Ben non, je peux pas voir plus loin, puis j'irai pas m'aventurer là. Ben, moi, j'ai pas le goût d'aller là-dedans. Non, on n'a pas le goût d'aller là-dedans. Allez, Vincent! Allez, ton initiation! Tout ce qui est nécessaire à la structure, au béton, au coffrage, au plancher, au vrai solivage, on récupère tout ce qu'on peut. C'est vraiment hallucinant. On dirait des bouts de vinyle et de plastique récupérés
C'est laid. On pense quand même que c'est pas un faux motif. On s'est donné comme mandat d'avoir un conteneur pour les déchets, 40 verges, qu'on va scinder en 4 pour des raisons pratiques. Occupation de la rue, ça va plus vite, c'est mieux pour nous. Notre but, c'est pas de jeter les matériaux une fois qu'on a terminé de s'en servir. Notre but, c'est vraiment de jeter le moins possible. Ce dont on n'a plus besoin pour une chose, on va essayer de s'en servir pour autre chose. Si on peut pas, on va essayer de lui trouver une autre fonction ailleurs ou de le recycler. Si elle doit partir à l'enfouissement, ça partira, mais vraiment, ça va être le minimum possible. Le carré de bois, ben, inexistant, puis la brique est en train de nous tomber sur la gueule par l'intérieur. À la limite, je peux comprendre certains ingénieurs qui disent on met le bulldozer là-dedans, puis on oublie le truc. C'est un peu décourageant. Intéressant. Il y a peut-être une possibilité. Après quelques jours seulement, la détermination des citadins était mise à rude épreuve. Depuis le début du voyage, la tempête malmenait leurs rêves et rien dans l'air ne laissait prévoir une possible accalmie. Ils sont humides. Tu regardes le sol, puis il est élevé, il est haut. Là, tu regardes les portes, puis tu te dis, merde, où est-ce qu'elle va, l'eau? Elle est direct dans notre maison. Là. Ce qui m'inquiète le plus dans la réalisation de ce projet-là, c'est vraiment le côté structural, la base, là, qui va vraiment falloir consolider. Fait que ça va être un des petits problèmes qu'on va avoir. Il va falloir comme descendre notre niveau. Descendre notre niveau ou monter notre étanchéité. Oui. On va devoir passer plus de temps que prévu à cet endroit-là, c'est évident. C'est une grosse job et j'ai un peu d'inquiétude par rapport à ça. L'étage est encourageant comparé à ici. Là. Il y a beaucoup de belles choses à récupérer en haut qui sont saines puis c'est très sec. Idéalement, il faudrait quasiment pouvoir jacker la maison puis remonter nos fondations là, de 12 pouces, au moins 12 pouces, sinon 24 pouces. Ça serait idéal. Faire ça, on fera ça tout seul, puis faire ça, c'est 15 000 $. Derrière la bonne humeur, chacun cachait tant bien que mal l'incertitude. De quelle façon allait-il s'en sortir? C'était ça la véritable question. Puis, alors qu'il croyait avoir touché le fond, le sol se déroba une nouvelle fois sous leurs pieds. Le carré de bois, la brique, tout est pourri, tout tombe en miettes. Et maintenant qu'on a enlevé ce qu'on croyait être du décor, entre guillemets, c'est-à-dire le crépi, le plâtre, on se rend compte que le crépi et le plâtre, ça aidait à tenir. Donc là, on est relativement inquiet de l'état de la maison et je pense qu'on va arrêter. On va appeler un ingénieur pour que lui vienne et que lui nous dise qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut continuer à enlever. Parce que là, ça devient relativement dangereux à mon avis. Oui, les citadins s'étaient engagés sur un chemin difficile et les réponses ne tomberaient pas du ciel. C'est comme ça. Là où personne ne veut aller, il n'existe pas de carte. En l'absence de route, il faut en trouver une. Là où il n'y a pas d'issue, il faut en créer une. Pour changer les choses, ils allaient devoir se perdre dans l'inconnu, envisager l'inimaginable et repousser l'impossible. Moi, j'avais le sentiment qu'ils en étaient capables. Malgré les obstacles évidents, j'étais rempli d'espoir. Peut-être parce que je savais qu'il y aurait toujours une partie de moi qui veillerait sur eux. Lors du prochain épisode, les citadins tentent de combler leur retard et de ramener le projet à un niveau acceptable. Plus on met les vérins, plus on défait l'eau et plus ça s'allège. Et on voit bien que c'est assez instable. Donc là, on essaie un peu de se dépêcher pour consolider tout ça. Aussi, les succès d'une grande ville nord-américaine qui mise sur la récupération. D'ici là,
L'expérience se poursuit sur le web.